Bonjour chers élèves de seconde, je vous retrouve pour cette vidéo qui sera donc la dernière consacrée au premier chapitre du thème 3 donc sur la France. Alors la semaine prochaine je pense que je ferai un petit peu autrement, je vous donnerai quelques exercices à faire et on verra aussi ce que ça donnera pour la rentrée éventuelle début juin. Donc on changera un petit peu d'idée et de format puisqu'on aura terminé effectivement cette première séquence via YouTube. Donc hier, on avait vu que on va essayer de forger une identité royale et une autorité qui va être de plus en plus importante et qui va culminer avec Louis XIV après les difficultés rencontrées lors de la Fronde. Donc effectivement, ça va être le B. Louis XIV, c'est l'incarnation de l'absolutisme entre 1661 et 1715. Je vous ai dit, il a un très très long règne. Et donc, ça va être l'incarnation même de ce modèle de l'absolutisme. Alors, on commence donc avec ce document qui est à la page 177, qui est un document de propagande et qui montre Louis XIV en train de remettre à des courtisans, à des nobles, l'ordre du Saint-Esprit. Et on voit clairement que le roi se distingue par ses habits, par son chapeau. C'est le seul qui a le droit de rester avec son chapeau. Tous les autres nobles sont censés enlever leur chapeau en signe de respect. Et la posture de Louis XIV ne laisse pas de doute sur son autorité. Vous noterez d'ailleurs qu'il est beaucoup plus grand que n'importe quel autre personnage. C'est effectivement la grande force de Louis XIV de réduire finalement cette noblesse qu'il a défiée en fait quand il était jeune à l'état donc de parfaits petits serviteurs dévoués et désireux de lui plaire. Alors, pour ce faire, il va construire notamment un château qui va répondre à certains besoins. Je vous avais dit qu'il craignait Paris à cause de la Fronde. Résultat, il va avoir l'idée de construire un château à une journée de marche de Paris, à peu près, une vingtaine, trentaine de kilomètres. Ce qui lui permet de voir venir, d'éviter une révolte urbaine et d'avoir le temps de convoquer l'armée si jamais il y a un problème éventuel à Paris. Ça, ce sera effectivement une manière aussi de punir la ville et aussi de s'en éloigner des murs, s'en éloigner de manière préventive. Alors c'est un arme à double tranchant comme on le verra, puisque cet éloignement de Paris posera aussi des problèmes pour la monarchie. On va créer donc à partir d'un simple pavillon de chasse perdu au milieu des forêts d'Île-de-France un gigantesque ensemble. La ville de Versailles elle-même n'existait pas. Et l'une des règles qui est encore actuellement valide aujourd'hui, c'est qu'à l'époque de Louis XIV, il était impossible de construire quelque chose de plus haut que la cour du château du roi qui est légèrement bâtie en hauteur. C'est un chantier pharaonique qui a pris des décennies pour être complété, qui va inspirer toutes les cours d'Europe. Des mini-Versailles ou des simili-Versailles, vous en avez partout. Alors ce château-là, il est dédié à la gloire du roi Soleil, et ça se voit notamment avec la fameuse galerie des glaces qui conduit à la chambre, aux appartements du roi, qui est un modèle de technique à l'époque, puisque la glace, le verre coûte très très cher, donc là c'est extrêmement impressionnant, c'est dédié à la gloire de la France. L'idée étant que tout visiteur étranger soit impressionné par la puissance du plus grand monarque d'Europe. Ce château-là, vous en avez donc un bout, la chambre du roi, elle donne vers donc le soleil. Et de l'autre côté, on a un parc immense. Donc là, vous voyez la façade et on voit le grand canal qui a été construit. Il a fallu d'ailleurs pas mal de morts d'ouvriers finalement pour arriver à ce résultat, avec les jardins construits par le nôtre, qui sont dominés autour de la grande fontaine d'Apollon, qui est donc évidemment là encore un modèle à la gloire du roi Soleil. Versailles, c'est censé être le miroir de l'absolutisme. Le château autour duquel tout tourne, autour duquel la France est gouvernée par un roi au pouvoir absolu qui domine aussi bien l'espace, qui a forgé finalement à partir de rien le palais que toute l'Europe regarde avec crainte et admiration. Alors la vie de Louis XIV, elle est entièrement tournée autour de ce pouvoir-là. Puisque finalement, Louis XIV, il a renoncé à sa personnalité publique quasiment. Il aura de nombreuses maîtresses et c'est peut-être le seul moment de liberté qui s'accorde. Mais sinon, tout est concentré autour de sa personne publique. La personne privée de Louis XIV n'existe plus. Tout est une représentation. Il se montre en permanence au pouvoir dans toute situation, même dans les situations qui semblent être du loisir. L'idée étant de montrer que c'est lui le chef. Donc la personne qui décide tout dans le royaume. Bon, la part de travail réel concernant les activités, théoriquement, elle est courte.
tous les jours à 11 heures. Louis XIV se réunit avec les principaux ministres. Il reçoit donc lors des audiences les ambassadeurs et les envoyés donc de 17 à 19 heures. Généralement, évidemment, tout est prétexte à la direction de l'État. C'est assez rare que Louis XIV ne reçoive pas en petit comité certains de ses grands ministres comme Colbert, dont on avait déjà parlé. Alors, ça lui permet effectivement donc de s'attacher à cette noblesse qui est forcée d'intégrer cette vie de cour. Donc là, vous avez un excellent texte qui le montre bien, donc, qui est dans votre manuel. Le roi regardait à droite et à gauche. À son lever, à son coucher, à ses repas, en passant dans les appartements, dans ce jardin de Versailles où les courtisans avaient la liberté de le suivre. Il voyait et remarquait tout le monde, aucun ne lui échappait jusqu'à ceux qui n'espéraient même pas être vus. Il distinguait très bien en lui-même les absences de ceux qui étaient toujours à la cour, celles des passagers qui venaient plus ou moins souvent. C'était un démérite aux uns de ne pas faire de la cour son séjour ordinaire, aux autres d'y venir rarement, et une disgrâce sûre pour qui n'y venait jamais. Quand il s'agissait de quelque chose pour eux, je ne le connais point, répondait-il fièrement. Sur ceux qui se présentaient rarement, c'est un homme que je ne vois jamais. Et ces arrêts-là étaient irrévocables. Et c'est ça la grande force de Louis XIV, c'est qu'il arrive à convaincre des nobles qui ont parfois des manoirs, des propriétés immenses, qui souvent d'ailleurs vont essayer de se coller à Versailles, en France, de venir s'enterrer dans un palais loin de Paris, ou dans des petits appartements, dans des petits logements extrêmement chers à côté de Versailles, et être totalement servile. Ces fiers seigneurs qui autrefois pouvaient défier le roi plusieurs générations avant, là, quelque part, c'est juste des simples serviteurs. Ils sont aux ordres de Louis XIV et ils sont à la merci de n'importe quel regard, n'importe quelle réprimande. Ils sont obligés donc de lui faire la cour. Alors Louis XIV, il accorde aussi justement à des courtisans et à des nobles des pensions, c'est-à-dire en fait des salaires qui leur permettent des fois de survivre. Il accorde aussi, ça nous intéresse plus, à des artistes et scientifiques. Au sieur Perrault, en considération de son application aux belles lettres, 2000 livres. Alors pour la petite histoire, Perrault, vous le connaissez, c'est le grand auteur de contes de fées. Par exemple, c'est lui qui a écrit les versions un peu moins dures de certains contes médiévaux qui ont pu être plus adaptés par Disney. Je pense par exemple à Cendrillon, dans la version des frères Grimm de Cendrillon. Les sœurs de Cendrillon se coupent les pieds pour pouvoir rentrer dans les fameuses donc, chaussures. Et alors que dans la version de Perrault, elles sont juste punies, mais donc elles sont coupées, elles ne se mutilent pas pour y arriver. Au sieur Robert Val, en considération de son mérite et de la connaissance qu'il a des mathématiques, 1500 livres. Au sieur Racine, le grand auteur de théâtre, en considération des belles pièces de théâtre qu'il donne au public, 1500 livres. Au sieur Molière, en considération des ouvrages de théâtre qu'il donne au public, 1000 livres. Donc le roi protège aussi les arts et la culture. Il est parfaitement au courant que cela le sert, que finalement tous ces artistes, tous ces musiciens, tous ces écrivains, ils vont contribuer à sa gloire. Alors, en conclusion, est-ce que c'est une monarchie vraiment absolue? Alors oui, là vous avez la fameuse donc, devise Nec pluribus impar, donc rien ne se compare au soleil. Effectivement, la France est une monarchie absolue la plus complète d'Europe. Louis XIV est l'homme le plus puissant d'Europe. N'empêche que il y a des contestataires, on en avait déjà parlé, il y a quand même quelques pouvoirs, quelque chose que le roi ne peut pas faire. Il ne peut pas imposer trop d'impôts sans avoir une forte contestation du Parlement et se réunir les États généraux. Et au fur et à mesure que le règne avance, on a quand même un certain nombre de rébellions, de contestations. On a une France qui est émeutière et qui l'est de plus en plus, notamment quand la situation est très difficile. En début du XVIIIe siècle, on a le petit âge glaciaire, à savoir un brusque refroidissement de la température. Bon, c'est pas l'âge de glace, mais ça reste quand même beaucoup plus difficile de cultiver des terres. Donc toute l'Europe connaît une famine, on a la guerre, on a les dernières guerres de Louis XIV et on a des violentes émeutes paysannes contre la faim, contre la fiscalité du roi. Bon alors, pour la petite histoire, le petit âge glaciaire, maintenant aujourd'hui on pense que c'est dû à l'explosion d'un gigantesque volcan en Indonésie qui aurait finalement recouvert la terre entière de cendres, qui aurait voilé la lumière du soleil et qui aurait fait que pendant à peu près un siècle, le temps a été extrêmement médiocre. Et ça explique aussi pourquoi on a eu beaucoup de révoltes à ce moment-là dans toute l'Europe et beaucoup de problèmes de famine. Et surtout, quand on dit que c'est une monarchie absolue, oui, le problème de cette monarchie absolue, c'est qu'elle dépend de la personnalité du souverain.
Et quand on aura un souverain un peu plus faible, comme Louis XV et surtout Louis XVI, et quand les problèmes ne seront pas réglés et que le roi sera de plus en plus éloigné des problèmes de ces sujets, on arrivera à l'inévitable, une révolution dans laquelle sombrera définitivement la monarchie absolue. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. J'espère peut-être un jour vous revoir en vrai. Merci.